Je m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Il a mis beaucoup de temps pour découvrir la maladie, en fait, parce que notre fille, elle manifestait un tas de petits symptômes pris isolément totalement anodins. Mais en fait, quand on les cumulait les uns avec les autres, on se rendait compte qu'il y en avait beaucoup trop au final pour que cela relève d'un simple hasard. Donc déjà, quand elle est née, elle était beaucoup plus petite en taille et en poids aussi que ce à quoi on s'attendait. Le premier surpris était l'obstétricien. Et puis, très rapidement aussi, ils ont découvert qu'elle avait un souffle au cœur, qui est quelque chose de totalement banal. Il y a beaucoup de nouveau-nés qui présentent un souffle au cœur sans qu'il y ait de problème particulier. À la sortie de la maternité, on n'entendait plus rien, donc on s'est dit tout va bien, tout baigne. Et après quelques mois, le pédiatre il a découvert qu'elle avait apparemment un problème de hanche. Rien d'étonnant non plus, elle ne s'était pas tournée pendant ma grossesse. Et puis, il a décidé de l'envoyer en examen chez un orthopédiste spécialisé en pédiatrie. Eh bien, il a dit non, 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 tout va bien, il n'y a rien. Et puis, le pédiatre, il a persisté en disant que non, il y avait vraiment quelque chose qui ne jouait pas. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait une dysplasie de hanche et avec un décalage dû au manque de compétences, disons ça gentiment, de l'orthopédiste. Elle a porté un harnais pendant 9 mois, donc depuis l'âge de 6 mois, durant 9 mois, elle a été complètement immobilisée et puis elle ne pouvait ni s'asseoir, ni se retourner, ni aller à quatre pattes. Donc elle était sur le plan de la mobilité complètement limitée dans ses mouvements. Donc ça expliquait qu'elle ne progressait pas vraiment au rythme habituel d'un enfant de son âge. Mais en même temps, comme il y avait une explication extrêmement rationnelle, eh bien, pour nous qui sommes très cartésiens, scientifiques, eh bien, ça ne posait pas de problème. Donc on ne s'est pas alarmé et on pensait qu'elle allait rattraper ce retard au moment où on enlèverait le harnais. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai un beau-père qui est médecin, une belle-mère qui est infirmière, et vers l'âge de 1 an, ils nous ont pris entre 8 yeux, on va dire ça comme ça, avec mon mari, pour nous dire qu'ils s'inquiétaient beaucoup pour notre fille, qu'ils pensaient qu'il y avait un problème et que vraiment, ils se faisaient beaucoup de soucis et que de leur point de vue, il y avait quelque chose qui ne jouait pas et que ça serait bien qu'on s'en inquiète et puis qu'on essaye de la montrer à des spécialistes. Nous, on était un peu interloqués parce qu'il nous semblait que notre fille allait plutôt bien en soi et que comme tout s'expliquait par le port de ce harnais, on partait vraiment du principe que tout allait s'arranger une fois qu'il aurait disparu. Et on a quand même posé la question à notre pédiatre en lui disant, mais est-ce qu'on pourrait peut-être, pour les rassurer, pas pour nous rassurer, nous n'étions pas du tout inquiets, mais est-ce qu'on pourrait peut-être faire quelques examens pour exclure certains problèmes? Et puis, très gentiment, il a accepté de nous envoyer chez un neuropédiatre qui a abondé dans notre sens en disant « mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça va rentrer dans l'ordre ». Il a quand même fait un électroencéphalogramme pour nous rassurer, mais il n'y avait absolument rien d'anormal. Ce qu'il a fait, c'est de préconiser la pratique de séances de kiné. En Suisse, on dit de physiothérapie pédiatrique. Puis, il y a aussi eu une intervenante spécialisée en éducation précoce qui est venue à la maison. On n'était pas alarmés outre mesure. Franchement, tout allait bien pour nous. Honnêtement, on n'avait pas du tout le sentiment ou l'impression d'être dans le déni. C'était pas du tout une façon pour nous de ne pas vouloir remarquer et accepter ce qui était sous nos yeux. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment qu'on était convaincus qu'il n'y avait pas de problème parce que s'il y avait un avion qui passait dans le ciel, elle le voyait. S'il y avait une petite miette par terre, elle la voyait, elle riait, elle était drôle, elle était gaie, c'était une enfant facile à vivre. On n'était vraiment pas du tout alarmés. Et à un moment donné, en fait, on a des amis qui ont un fils un peu plus âgé que notre fille, chez qui un diagnostic de maladie génétique a été posé vers l'âge de 4 ans et demi. Et comme notre fille avait relativement souvent des infections des voies respiratoires supérieures, un jour on était chez le pédiatre et puis je lui dis « mais au fait,
j'y ai pensé, je vous en parle. Est-ce que peut-être on devrait chercher une piste du côté de la génétique pour expliquer tous ces petits problèmes qui ne sont pas si graves en fait, mais peut-être pour exclure quelque chose aussi? Et le pédiatre, il était complètement interloqué, il s'y attendait pas du tout à cette question. Il m'a dit: «Laissez-moi quelques jours pour réfléchir et je vais vous recontacter». Après 3 jours, il nous a rappelé en disant: «Bah oui, pourquoi pas? Faisons quelques tests. Je vous propose de consulter tel ou tel généticien dans tel ou tel hôpital universitaire». On a opté pour, un hôpital universitaire à Genève et on y est allé. Les choses se sont enchaînées extrêmement rapidement parce qu'un simple cariotype a permis de mettre un nom sur tout ce qu'on observait. Et on était absolument sidérés parce que pour nous, en fait, elle avait rien. Et tout allait rentrer dans l'ordre dès que ce harnais ne serait plus partie intégrante de son paysage quotidien. Donc vraiment, on s'y attendait pas du tout. Et puis malheureusement aussi, on l'a appris dans des conditions qui n'étaient pas du tout idéales. Parce qu'une fois de plus, Julie avait une grosse crève. On était retourné chez le pédiatre. J'étais sur le pas de la porte avec ma fille rhabillée dans les bras. Et puis je lui dis: «Ah, au fait, on a reçu une lettre de l'hôpital qui veut nous communiquer des résultats. En réalité, vous devez certainement savoir de quoi il s'agit. Ne me laissez pas patienter encore jusqu'à vendredi», c'était 3 jours après. «Dites-moi de quoi il s'agit parce que c'est évident que vous le savez déjà, vous étiez en copie de la lettre». Et là, ce pauvre pédiatre, mais je le revois encore, mais comme si c'était hier, il n'osait pas me regarder dans les yeux, il était mal à l'aise, il se dandinait, il passait d'un pied sur l'autre, et il finit par lâcher: «Oui, en fait, c'est une tétrasomie X». Je me dis: «C'est quoi une tétrasomie X? J'ai jamais entendu parler de ça». Et là, il me regarde et il fait: «Ben, moi non plus». OK, donc je reprends ma fille sous le bras, ma voiture, je retourne chez moi. Je me retrouve seule à la maison, mon mari était en train de faire du vélo, mon fils était encore à l'école. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sur internet, juste ce qu'il ne faut pas faire. Et je tape tétrasomie X et les 3 premiers mots que je lis, c'est débilité mentale profonde. Alors là, de le dire comme ça, je me rappelle encore, mais vraiment, mais c'était un moment extrêmement difficile parce que moi, j'ai vu mon monde s'écrouler d'un seul coup. Ça voulait dire que tous les projets de vie que j'avais pu avoir pour notre fille, tout ce que j'avais pu imaginer, tout ce dont j'avais rêvé pour elle, alors c'est pas que j'essayais de me réaliser au travers d'elle, hein, comme ont trop souvent tendance à faire les parents, mais moi je rêvais d'une jeune femme libérée, libre de ses choix, libre dans sa vie de femme, libre dans sa profession, qui puisse s'épanouir pleinement au travers peut-être de son métier ou de ses loisirs ou de ses passions. Et d'un coup, tout était en miettes parce qu'on me disait débilité mentale profonde, quoi. C'était juste épouvantable. Et là, j'ai essayé d'appeler mon mari, qui était à des kilomètres de là, en train de faire du vélo sur une toute petite route de montagne, et il m'entendait pleurer au bout du fil, et il pouvait rien faire parce qu'il allait mettre des plombes pour revenir à la maison, et moi j'étais là toute seule avec ma Julie dans les bras, et puis elle comprenait pas pourquoi je pleurais, puis je voyais des points d'interrogation dans ses yeux, elle comprenait pas ce qui se passait, et c'était juste affreux, quoi, vraiment affreux. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, aller seul sur internet et sans savoir ce qu'on va y trouver et comment on va réagir. C'est vraiment le truc à ne pas faire, le truc à éviter. Je ne mettrai pas forcément la pression sur le pédiatre pour qu'il lâche le morceau plus vite que prévu. Parce qu'en fait, dans un deuxième temps, quand on est allé voir le généticien, on a eu une annonce qui a été faite de façon magistrale et magnifique. Humainement formidable, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention. C'était le modèle même de ce dont n'importe quel parent peut rêver dans un cas comme ça. Et nous, simplement, on a un petit peu voulu brusquer les choses parce que j'ai voulu savoir plus vite que le timing qui était prévu. Donc, respecter peut-être la temporalité qui nous est proposée, même si c'est difficile. Moi, je ne suis pas patiente de nature, mais la respecter peut-être quand même parce qu'elle a un sens. Et si on nous dit, voilà, on va vous annoncer les résultats,
Je pense qu'il faut être conscient du fait qu'il ne va peut-être pas s'agir de quelque chose de très facile et de très simple à entendre, mais en même temps que cette annonce dans un cadre particulier, dans une temporalité particulière, elle fait du sens, parce que la personne qui nous reçoit, en l'occurrence le médecin, le généticien pour nous, eh bien, il a prévu du temps pour nous parler, pour nous expliquer, pour répondre à nos questions. Et puis, on ne se retrouve pas sur un pas de porte dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Donc, vraiment donner du temps au temps, même si les questions, elles se bousculent dans notre tête, c'est évident. Mais le temps aussi de nous réfléchir, le temps de lister les questions qu'on se pose en se disant, bon ben voilà, on va nous dire probablement de quelle maladie il s'agit, qu'est-ce que ça va me faire? Alors, de quoi j'ai envie comme information? Je vais demander combien de temps ma fille elle va vivre, si ça va avoir une incidence sur son espérance de vie ou pas, si elle va grandir comme un autre enfant, si elle pourra aller à l'école, si elle pourra faire une formation, si elle va devoir prendre des médicaments, s'il y a un traitement, s'il faut faire des opérations. Et c'est une multitude de questions qui se pressent au portillon. Et en même temps, d'avoir ce temps entre le moment où on nous dit on va vous donner le résultat et le rendez-vous, ça permet de réfléchir à tout ça. Et ça permet d'être aussi plus disponible au moment de l'annonce pour bien entendre, pour bien intégrer les réponses qu'on nous fait. Ce qui est très important aussi, c'est de ne pas y aller seul à cette annonce. C'est d'y aller à deux, idéalement avec son conjoint ou sa conjointe. Ou alors, si ça n'est pas possible, parce qu'il arrive que ce ne soit pas possible, de se faire accompagner par quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sa famille. Ça peut être sa maman, mais ça peut aussi être un ami proche, ou alors quelqu'un qui a beaucoup de bon sens, quelqu'un qui reste calme, qui reste aussi maître de ses émotions tout en étant empathique, qui soit capable de nous entourer, et puis qui soit capable d'enregistrer tout ce que nous, on va zapper, parce qu'en fait, on est quand même tellement dans le stress et l'émotion sur le moment, que c'est bien d'avoir plusieurs paires d'oreilles pour tout enregistrer, parce qu'on n'est pas sûr de se rappeler de tout.